Merci, bonjour. Merci de nous avoir invités parce que, en fait, on fait, nous, surtout du développement technologique pour l'imagerie du vivant, on va dire la médecine nucléaire et la radiologie. Donc, notre contribution a été développée avec les camarades de l'échographie, un instrument mixte qui fait à la fois de la tomographie d'émission de positons et de l'échographie ultra rapide avec en particulier l'aide du CARPEM. Donc, je vais vous présenter un peu le système et comment il a été appliqué à des conditions précliniques, en particulier avec l'équipe de Judith Favier. Et puis ensuite, Omar vous parlera des développements en cours pour en faire un système clinique qu'il est en train de conduire. Donc, la tomographie d'émission de positons co-enregistrée avec l'échographie ultra rapide, donc ces deux instruments, et l'idée a été de combiner les deux pour avoir des images hybrides. Pour ça, il a fallu développer pas mal de méthodologies, en particulier miniaturiser les sondes d'échographie, et puis surtout simuler la manipulation de la sonde d'échographie qui se fait, comme vous le savez, en général à la main avec un robot micropositionneur qui va placer la sonde exactement où on veut dans le champ de vue du tomographe d'émission de positons. Donc voilà les exemples de la construction préclinique. Vous avez ici le tomographe avec son champ de vue ici, qui est de 16 cm dans ce cas-là, un système de microposition qui va déplacer la sonde. Alors on peut utiliser des sondes soit faites sur mesure, soit certaines sondes commerciales, en particulier celles qui sont développées pour la rhumatologie et le musculo-squelettique, qui sont suffisamment petites pour être insérées dans le système. Donc tout ça ne va pas sans inconvénient. Et le premier inconvénient, c'est que en général, la TEP, la tomographie d'émission de positons, n'aime pas trop qu'on insère des objets qui vont atténuer le signal qui est sous forme de rayons gamma. Donc la première chose à faire a été de démontrer que ça modifiait pas, comme vous le voyez ici sur des images de cœur, à la fois chez la souris et le rat, avec des sondes plus ou moins grosses, la qualité de la fixation ici du fluorodéoxyglucose dans le cœur et que les cinétiques étaient identiques ou à quelques pourcents près, qui est ou pas la sonde dans le champ de vue. Alors, parmi les applications, une qui m'intéresse depuis pas mal de temps, c'est le lien entre le métabolisme et la vascularisation, et en particulier dans le cas de l'angiogénèse. Donc, une application a été de regarder en collaboration avec les lignées développées par Jacques Puisségur à Nice, qui avait développé des lignées de CCL39, donc de fibroblastes RAS positifs, qui étaient soit sous le format habituel type Warburg, soit qui avaient une inhibition de la respiration, donc étaient strictement anaérobiques, soit une inhibition de la glycolyse, donc était strictement aérobique. Et ça, si on les passe dans le système Petrus, on voit très bien sur ces images ici qui représentent du jaune au bleu la consommation de glucose et dans les couleurs rouges le réseau vasculaire. Et puis ici, on va porter en bas en ordonnée la quantification du métabolisme et en abscisse la quantification du réseau vasculaire. On voit très bien qu'effectivement, on a une information sur le type de métabolisme et du développement vasculaire associé. Donc, c'est des images qui sont faites simultanément. Chaque point ici correspond à un point qui est lu à la fois dans les deux modalités, avec des cellules qui sont essentiellement anaérobiques, qui vont consommer beaucoup de glucose et développer finalement assez peu de vaisseaux, ici les wild type, et puis inversement, des cellules qui sont essentiellement aérobiques, qui vont développer beaucoup de vaisseaux pour pouvoir croître avec un apport d'oxygène, mais qui finalement vont consommer autre chose que du glucose. Alors, dans le fameux schéma d'Hanheim et Weinberg, cette technologie peut servir à étudier simultanément, en même temps, avec un recalage spatial dont reparlera Omar, qui est parfait, enfin à une centaine de microns près, l'angiogénèse avec le Doppler par échographie, et puis le métabolisme avec le PET scan.
Le modèle auquel on a appliqué ça, c'est un modèle qui vient de chez Judith Favier et qui a l'intérêt d'être un modèle de parangiome et de phéochromocytome, qui a l'intérêt d'avoir une mutation sur le gène de la succinate déshydrogénase qui conduit à un état pseudo-hypoxique. Et donc, ces tumeurs, et le modèle chez la souris quand elle les implante, sont à la fois hypervasculaires et hyperglycolytiques. Voilà ce que donne une image donc avec une tumeur sur une souris immunodéficiente greffée, une tumeur donc de paragangliome SDHB. Et vous voyez qu'on a un signal glycolytique et un signal de vaisseau perfusé. Alors, à part faire des belles images, à quoi ça peut servir? Ben, la première chose, c'est que ça va pouvoir servir à quantifier les différents paramètres qui correspondent, quantitatifs, qui correspondent à la glycolyse et à la vascularisation. Et ça peut aussi servir à regarder quel est l'effet d'un inhibiteur de l'angiogénèse comme le sunitinib, qui, il se trouve, est un- en essai thérapeutique dans les paragangliomes sur à la fois le signal vasculaire et le signal euh, métabolique. Donc, voilà le protocole, je ne vais pas m'étendre dessus. Il y a des souris qui sont donc porteuses de cette lignée cellulaire SDHB-, donc type paragangliome avec la mutation euh, qui conduit à un état pseudo-hypoxique, qui vont être soit traités par sham, soit traités quotidiennement par l'inhibiteur du VEGFR. Et donc, on va valider ça ensuite sur une deuxième série de souris. Pour résumer, voici deux exemples. Qu'est-ce qui se passe lorsque la tumeur se développe et qu'on va faire cette imagerie, Pétrus toutes les semaines? On voit un développement rapide qui conduit en fait, pour des raisons éthiques, à devoir sacrifier la souris au bout de 3 semaines avec un développement assez spectaculaire à la fois de la consommation du glucose et aussi du réseau vasculaire. Lorsqu'on donne du sunitinib, on a, c'est un exemple, mais on a dans cet exemple euh, une inhibition de la croissance à 3 semaines qui va ensuite reprendre. Donc, on voit l'échappement au traitement par le sunitinib de cette tumeur. Alors, je disais que c'était quantitatif. Il y a donc un certain nombre de paramètres qui peuvent être dérivés des images et qui vont être recalés, encore une fois, pour la catégorie des paramètres vasculaires et la catégorie des paramètres métaboliques. Je ne rentre pas dans les détails des modèles compartimentaux et mathématiques qui permettent de le faire, mais on peut, comme ça, dans chaque voxel, avoir l'information sur un certain nombre de paramètres, entre 15 et 20, qui sont des paramètres, je voudrais insister là-dessus, qui sont pas des purs paramètres mathématiques comme ceux qu'on voit en radiomique, mais qui sont des paramètres qui ont un sens physique ou un sens biologique. On peut par exemple regarder la croissance de la tumeur et le métabolisme avec, pour ceux qui connaissent, c'est la standard uptake value, le flux métabolique et la consommation locale, le taux local de consommation de glucose, la glycolyse totale dans la tumeur. Et de la même façon, on peut mesurer le volume vasculaire, le nombre de bifurcations, la tortuosité des vaisseaux, la longueur moyenne des vaisseaux, leur diamètre, etc. Donc on peut tirer en tout une quinzaine de paramètres qui ne sont pas redondants et qui vont correspondre évidemment au volume tumoral. Ça s'obtient simplement avec le scanner qui est fait concomitamment pendant l'étude, des paramètres qui correspondent à la vascularisation et des paramètres qui correspondent au métabolisme et qui sont quantitatifs, j'insiste. Alors ça permet de faire des analyses non supervisées de ces paramètres et de regarder ceux qui sont pertinents du point de vue de l'évolution tumorale. Pour ça, on va faire ça de façon non supervisée, c'est-à-dire qu'on va rentrer toutes les images, tous les calculs de tous ces 15 paramètres dans toutes les images, quel que soit le fait de l'état tumoral, que la souris ait été traitée ou non, qu'on regarde au début du traitement ou à la fin. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a des évolutions, on va retrouver des
caractéristiques à partir d'un nombre réduit de paramètres qui sont assez typiques, que j'ai schématisés ici. Quand on ne donne pas de traitement, ce qu'on voit, c'est d'une part, alors je précise que SUV, ça veut dire donc la consommation locale de glucose avec un paramètre utilisé en clinique. Vous voyez qu'il y a une hétérogénéité assez grande pour les petites tumeurs au début de l'étude. Cette hétérogénéité, si on ne traite pas, elle est perdue. Et en même temps, il y a une croissance vasculaire qui est assez importante. Lorsqu'on traite au sunitinib, on va voir des états réversibles qu'on a définis ensuite par l'étude de statistiques, qui sont le passage à une perte relative de l'hétérogénéité, donc à une homogénéité des plages de densité de consommation de glucose identique, et également à de la croissance de petits vaisseaux au début. Une deuxième étape où on voit encore plus loin la perte de cette hétérogénéité, encore plus la perte de cette hétérogénéité, et puis un passage à des vaisseaux qui sont beaucoup plus larges en termes de diamètre et avec une tortuosité qui change. Et c'est seulement à cette étape que la réversibilité est perdue. On ne peut plus retourner à l'état initial, même si on continue à traiter au sunitinib, et on va retrouver un état paramétrique des tumeurs qui correspond à l'absence de traitement. Donc, ces états, on les a appelés A, B1, B2 et C. Et lorsqu'on réduit l'étude non supervisée statistique, on s'aperçoit que finalement, il y a trois paramètres qui sont importants. Le volume, évidemment, on s'y attendait, la vascularisation et l'hétérogénéité tumorale. Et on va définir ainsi ces états en fonction de la valeur de chacun de ces paramètres. Donc, la perte, ça c'était un petit peu inattendu, la perte de l'hétérogénéité métabolique dans la tumeur est un facteur de mauvais pronostic pour ces tumeurs. Donc, c'est représenté ici. Trois exemples. Une souris contrôle, donc vous voyez bien l'augmentation avec une homogénéisation du signal FDG, une augmentation du diamètre vasculaire, une souris qui va échapper alors qu'elle est sous traitement au sunitinib, donc passer par des stades qui vont conduire finalement à... C'est déjà fini? Ah bon? Bon, et puis une souris qui répond bien. Bon, alors voilà, alors je termine.